Il a placé ce propos dans le contexte actuel, où l'Allemagne se trouve face à l'obligation de se mettre à nouveau d'accord sur la coexistence de différentes cultures et religions. C'est seulement en respectant l'individu dans sa dignité et en faisant preuve de solidarité que notre société sera en mesure de progresser. J'ai trouvé une autre citation intéressante. Certains l'attribuent au Talmud. D'autres déclarent qu'il s'agit d'un proverbe chinois. Et d'autres encore en indiquent comme source Mahatma Gandhi. Cette citation me semble donc universelle. Et c'est ce qui me donne envie de la partager avec vous. Fais attention à tes pensées, car elles deviendront des paroles. Fais attention à tes paroles, car elles deviendront des actes. Fais attention à tes actes, car ils deviendront des habitudes. Fais attention à tes habitudes, car elles deviendront ton caractère. Fais attention à ton caractère, car il est ton destin. C'est notre devoir à tous d'empêcher que l'histoire ne se répète afin que les paroles « ni vida », plus jamais ça, deviennent enfin une réalité. Merci. L'arrivée sur site de notre témoin, qui va arriver dans cette salle dans quelques instants, dans quelques minutes, pour vous présenter la vice-présidente du Conseil régional déléguée à la formation à la sécurisation des parcours de vie, Laurence Demonnet, s'il vous plaît, Laurence, venez à mes côtés, qui a spontanément accepté, lorsque nous avons été contactés par le Bundestag, que l'opération permettant à Lucie, et Lucie, je te demande de venir à mes côtés aussi, de bénéficier de cette commémoration officielle du 70e anniversaire de l'ouverture des camps de concentration et d'extermination, que cette opération qui bénéficiait à une lycéenne puisse aussi irriguer les 100 000 lycéens lorrains au travers des captations vidéo qui sont faites ce soir autour de vous. Donc merci à vous, Laurence. Je vais demander à Valérie Drechter, qui est là, la directrice de Stothof, de bien vouloir, l'ex-directrice de Stothof, de bien vouloir être présente aussi, puisque ce sont les trois personnes qui vont aller sur la table ronde succéder à la parole de notre témoin dès qu'il va arriver, donc qui vont aussi partager avec vous, et c'est ce que je vous demande tout à l'heure, c'est d'intervenir, de poser des questions à Lucie, à Laurence Demonnet, à Valérie. Demandez-leur vraiment, allez chercher en vous toutes les questions auxquelles vous n'avez pas de réponse, ou vous avez des doutes, ou sur lesquelles vous avez entendu peut-être ces jours-ci avec cette commémoration importante suivie nationalement, internationalement, beaucoup de personnes intervenir. Il y a encore tant de choses à dire. Nous avons la chance d'avoir des témoins, ce ne sera plus le cas dans quelques années, malheureusement. Et il faut aujourd'hui profiter de ces instants pour piocher au fond de leur expérience, au fond de ce qu'ils ont vécu, pour vraiment comprendre ce qu'a été la déportation et l'extermination. Je vous propose de prendre place. On va attendre quelques instants et je vous demanderai de vous lever lorsque notre témoin arrivera.
peut-être permettre le début de cette table ronde en attendant que notre témoin soit dans cette salle. Laurence Demonnet, peut-être quelques mots pour souligner l'importance de la mémoire. Vous avez, je crois, me souvenir, participé à un déplacement à Auschwitz avec 120 lycéens il y a 5 ans. C'était un autre anniversaire. Bien, bonsoir, mesdames et messieurs. Moi, je suis toujours très fière d'être présente à ce genre de paroles qui sont des actes et pas des habitudes de vie. Je crois que c'est important de participer, de s'impliquer et d'échanger. Parce qu'il n'est que le dialogue qui peut faire avancer le monde et l'humanité et nier effectivement ce dont l'homme est capable parfois, et malheureusement il peut le prouver. Alors c'est vrai, dans le cadre de ma vice-présidence, nous étions posé la question sur ce devoir de mémoire pour les jeunes lycéens lorrains. Il y avait eu un grand travail fait dans beaucoup d'établissements, notamment des lycées professionnels et des centres d'apprentis, avec les enseignants, parce que l'émotion ne saurait suffire. Il faut savoir, pour comprendre ensuite ce qui s'est passé, et bien en tenir compte. Et puis, il y avait eu aussi un moment de témoignages partagés par des rescapés des camps devant les jeunes. Et on s'était dit, et si nous allions à Auschwitz? Eh bien, figurez-vous, on a affrété un avion à Luxembourg. Et donc, l'avion n'était constitué que de lycéens et d'apprentis. Pour beaucoup d'entre eux, c'est la première fois qu'ils quittaient la Lorraine. C'est aussi une réalité. Certains n'avaient jamais pris l'avion, et donc vous imaginez, le matin de bonne heure, ils étaient quand même en très très grande forme, et il fallait même parfois calmer leurs ardeurs amicales. Voilà. Et je leur avais dit, bon, soyez corrects, mais vous verrez, et je vous le souhaite, de vous-même, vous allez faire une journée très responsable et très respectueuse. Oui, bien évidemment, parce que l'inverse serait grave. L'inverse serait vraiment très grave, qu'un être humain ne ressente pas d'émotion. Alors qu'au fond, quand on va à Auschwitz-Birkenau, en plus il faisait un temps détestable, quand on est sur le haut, le vent souffle, tout le monde connaît l'image de cette porte où les trains entraient, c'est sinistre, c'est sinistre. Et il y avait un guide qui expliquait, qui donnait à voir, mais en fait sans la réalité en face. Et là où la magie humaine intervient, j'allais dire, la grande ressource humaine, c'est finalement de ressentir comme si on voyait réellement les choses, ou comme si on les vivait. Et je prie de vous croire que d'eux-mêmes, il n'y a pas eu une remarque à faire. Donc, un grand respect, une grande écoute, une grande dignité. C'est le nœud des choses. Parce que réclamer aux jeunes aujourd'hui de s'emparer, comme nous-mêmes, qui sommes très souvent initiés, moi je suis professeur d'histoire, donc effectivement on sait les choses, s'en emparer alors qu'ils sont la 3e génération après-guerre, 70 ans, ça fait 3 générations, et qu'aujourd'hui ils sont dans un monde certes interconnecté, où il y a profusion d'informations, vraies ou fausses,
dangereuse ou pacifiste, on le sait, un outil qu'on ne maîtrise pas. Cette profusion, évidemment, elle arrive, mais ils n'ont aucun esprit critique dessus, et même ce qui se passe sur les réseaux sociaux, pour la plupart d'entre eux, est la vérité. Et la vérité. Vous savez qu'après les attentats terroristes de début janvier en France, ce qui s'est diffusé sur les réseaux sociaux avec un grand accompagnement positif, c'était de dire la théorie du complot. Et donc, on a une situation des jeunes, mais je dirais certains adultes aussi, où le lien dans la famille, l'apprentissage de celui qui racontait à ses enfants puis à ses petits-enfants a aussi beaucoup disparu. Donc on a un lien virtuel, mais au fond, chaque fois qu'on donne l'occasion à un jeune, en certes lui donnant de l'émotion, mais rester à l'émotion serait très dangereux, d'accompagner cette émotion en lui disant, tu sais, c'est naturel d'avoir de l'émotion là-dessus. Je ne sais pas, moi, quand on passe le film Nacht und Nebel, Nuit et brouillard, enfin, moi, je l'ai vu 50 fois, ou peut-être plus, j'ai toujours la même émotion. Et donc, comment, d'une simple émotion, parce qu'elle ne dure pas, l'émotion, comment ils peuvent la comprendre, donc il faut leur expliquer, et c'est bien, franchement, c'est bien cet accès à la connaissance, à savoir pour comprendre, oui, c'est la réalité, oui, chaque pays en Europe assume son histoire, quels qu'aient été les choix qui aient été faits. L'important, c'est le présent et l'avenir. Donc oui, c'est une réalité. On ne peut pas la nier. C'est impossible. D'ailleurs, ceux qui disent qu'on pourrait réécrire l'histoire, non, on ne peut pas réécrire l'histoire. Elle est écrite. Elle est écrite. Preuve à l'appui. Témoin vivant à l'appui. Donc, ce qui est dangereux, c'est ce qui s'insuffle derrière. Les idéologies. Et ce moment-là, alors je ne sais pas, Philippa, je peux continuer? Oui, parce que finalement, bon, je vous passe le temps là, hein, mais c'est bon, voilà. Ce moment-là, partout où on peut rassembler, partager ses émotions, donner à explication, à connaissance, eh bien, on fait un citoyen. On fait un citoyen qui pourra réfléchir, qui dit ce qu'on me raconte, ce n'est pas la vérité. Alors aujourd'hui, certes, l'idéologie nazie n'est plus là en tant que telle, mais elle prend d'autres formes, on l'a vu, et c'est la même barbarie. Donc certes, c'est une leçon de l'histoire, et la question qu'on peut se poser par rapport à des jeunes, c'est au fond qui va transmettre cette histoire lorsque les témoins vivants ne seront plus là. Attendez, ça c'est la température dehors, mais je vous en prie. La seule blonde que je connais ici est là-haut. Et ce monsieur, je connais. Tu te charges de Charlie, s'il te plaît. Vous pouvez donner ça à mon adjoint? Ah, d'accord. Je peux, hein? Non, pas. Je t'en prie.
Mademoiselle de... Excusez-nous, mais le temps était pire ici qu'à Auschwitz, n'est-ce pas? Continue. Non, moi je m'installe sur vous. Alors, bonsoir Gert. Bonsoir, En Valérie. attendant que tu nous fasses part de ton témoignage, d'abord j'aimerais remercier très chaleureusement et amicalement Philippe Banch d'avoir eu la gentillesse d'accueillir l'exposition et de nous accueillir ici pour cette grande après-midi qui a commencé avec un film sur une histoire familiale extrêmement émouvante et douloureuse, qui s'est poursuivie par l'inauguration de l'exposition Auschwitz. Que faire après? Exposition du Centre de documentation de recherche de l'enrôlement forcé que Steve Kaiser dirige et qui est illustrée des photographies de Paul Klensch. Paul est jeune, il a 24 ans, je me trompe pas? Allez. 22. Il peut se lever. Bon, voilà, ça c'est Paul Klensch. C'est Paul. Donc de cette exposition, suivie de cette table ronde. Et j'ajouterai encore un mot. Je suis très heureuse, Madame de Monet, que nous nous retrouvions encore une fois sur une table commune autour de ce fil de mémoire, de ce chemin de mémoire que nous poursuivons avec la région Lorraine, avec le Struthof, avec d'autres lieux de mémoire, qu'ils soient en France, en Allemagne, au Luxembourg et partout en Europe. Et d'avoir en plus aujourd'hui avec nous, comme à la région Lorraine il y a quelques années, une jeune qui a fait le voyage d'Auschwitz et puis qui en plus a eu l'extrême privilège de passer une semaine en Allemagne en compagnie des plus hautes autorités de l'Allemagne qui lui ont transmis le message de l'Allemagne concernant ce 70e anniversaire de la libération, mot que je n'aime pas, de la découverte des camps de concentration et d'extermination nazis. Alors, Gert, en introduction à ton propos, je vais lire quelque chose, peut-être tu connais certainement, quelques phrases. Et ce petit fragment du destin de masse que je suis à même de porter, je le fixe sur mon dos comme un baluchon, avec des nœuds toujours plus forts et toujours plus serrés. Je fais corps avec lui et l'emporte déjà par les rues. Je devrais brandir ce frêle stylo comme un marteau, et les mots devraient être autant de coups de maillet pour parler de notre destinée, pour raconter un épisode de l'histoire comme il n'y en a encore jamais eu. On n'avait jamais vu de persécution sous cette forme totalitaire, organisée à l'échelle des masses, englobant toute l'Europe. Il faudra bien tout de même quelques survivants pour se faire un jour les chroniqueurs de cette époque. J'aimerais être, modestement, l'un d'entre eux. Eti Ilsum, qui a été interné à Westerbork, déporté à Bergen-Belsen et qui a été exterminé. Gert, je te laisse la parole. Tu as déjà terminé? Oui, on parlera ensemble après. D'accord. Steve, tu peux rentrer, tu amènes Charline, nous avons une discussion à faire. Bonsoir à tout le monde. Je ne sais pas si la dignitaire, si vous saluez le maire, le député, le président de... Pardon? Monsieur le consul d'Allemagne, monsieur le consul du maire de Verdun. Le maire de Verdun, ou mairie de Verdun peut-être, le conseil général. Régional de la région Lorraine. Régional. Alors en tout cas, l'autre soir, on a fait une commémoration à Luxembourg et là, mon prédécesseur qui a pris la parole,
il a fait une liste de 50 dignitaires, chacun presque par sa position qu'il occupe dans la vie quotidienne. Et moi, j'ai simplement dit Shalom, et pour moi, ça s'applique à tout le monde. Alors, j'avais envoyé à M. Langlois, je m'ai excusé que nous sommes en retard, parce qu'il y avait un accident, parenthèse, il y avait un accident, le temps était extrêmement mauvais, on ne pourrait plus rien voir, alors c'est pour ça. Ici, à Verdun, grande ville avec une grande histoire, une ville internationale connue, c'est très difficile de trouver la cathédrale que vous trouvez ici. Alors, comme il y a des représentants de la ville de Verdun, peut-être déjà au commencement, il peut mettre la cathédrale, comme ça tout le monde va, l'épiscopée qui est ici à côté, et après ce centre. Mais ça, c'est seulement une remarque concernant la circulation. Pardon? Ça fait cette année. Alors, on est une année trop tôt, tu vois. Alors, j'ai envoyé ça à M. Langlois qui m'a dit qu'il a copié avec une photocopieuse. Ça s'appelle Les devoirs de ma mémoire pour la jeunesse d'aujourd'hui. Je suis très content de l'avoir là, caché un peu derrière la grand-mère. Pourquoi? Parce que mon message s'adresse à eux. Les adultes qui sont ici, les grands-mères, les grands-pères et les futurs grands-mères et grands-pères, ou bien ils ne connaissent pas l'histoire, ou bien ils ne veulent pas connaître l'histoire, ou bien ils ne s'intéressent pas, ou peut-être c'est pénible à cause que c'était passé dans les années 40 jusqu'à 44 en ce qui concerne la France. Et pour ça, c'est ce que j'ai fait depuis 14 ans. J'ai fait pour la jeunesse d'aujourd'hui. Si vous permettez, avant-hier soir, j'ai fait un petit discours à l'instication de mon épouse, ça je dois dire, où je disais, et je peux le lire, c'est très bref, il y a 10 ans que les Nations Unies ont déclaré le 27 janvier, jour de la libération du camp d'extermination d'Auschwitz. Et ça comme une journée internationale de la commémoration de l'Holocauste, dans les mois, entre autres, je dis entre autres avec grande précision, entre autres 6 millions de Juifs tués par des barbares nazis, et parmi les 6 millions de Juifs, il y avait 1,5 million des enfants. C'est ce qu'on ne connaît pas, c'est combien de femmes qui ont été passées par les chambres à gaz dans des camps d'extermination en Pologne étaient enceintes. Si on ajoute ces enfants aussi, on arrive à un chiffre beaucoup plus élevé. Depuis le 27 janvier 2005, je participe chaque année, à cause de ce monsieur qui est ici devant moi, l'époux de cette chère Madame Blonde à mon côté, on a poursuivi toujours le 27 janvier comme jour de mémoire de l'Holocauste. Cette année, ça a pris une autre mesure et on ne va pas commenter là-dessus. Mais encore une fois, ça s'adresse aux jeunes. Malheureusement, le monde n'a rien appris. L'épreuve, c'est les événements terroristes, ce mois ici en France, mais aussi les génocides qui se poursuivent toujours, partout, presque partout dans le monde. Moyen-Orient, Syrie, Irak, Afghanistan, Nigeria, Boko Haram, qui ont tué il y a 2 semaines 2000 personnes dans un seul village, et le reste du monde s'en fiche un peu. Il y a au Rwanda maintenant de nouveau un problème de génocide, si vous voulez, la tuerie. Et il y a des autres endroits dans le monde. Il y a un peu en Amérique du Sud, mais très peu, mais c'est surtout en Afrique, et ça commence aussi en Asie. Et je me suis trouvé
tournée vers les mots et pensées de Nelson Mandela. Nelson Mandela a dit « L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde, pour agir contre la haine, l'amertume, la xénophobie et le racisme. » Fin de citation. Mais il y a aussi votre fameux Victor Hugo, qui a dit « Celui qui ouvre la porte d'une école ferme une prison et ferme, on peut ajouter, une cellule de terroristes. » Pour que nous évitons les menaces de terroristes et créer la tolérance et pas la haine, il faut utiliser la toute-puissante arme d'éducation. L'éducation est le chemin des ténèbres vers la lumière. Et je tiens à remercier, et ça se compte aussi pour la France, je remercie la force de l'ordre qui assure dans beaucoup des endroits aujourd'hui la sécurité de vous tous, de moi et de nous. Et je crois, le chemin de l'éducation, nous avons beaucoup à faire. En France, en Europe et partout. Alors, il y a à peu près 14 années, ici dans cette feuille que vous avez reçue, normalement c'est plié comme ça. Page 1, intérieur, intérieur, extérieur. Ça se lit beaucoup plus facilement. Et là-dedans, vous trouvez mon chemin, mon histoire et mon nom. Et si vous voulez, je peux brièvement faire un témoignage et je vais commencer avec quelque chose que j'ai vécu hier avec ce jeune homme qui est ici devant vous, ce jeune homme qui a produit ensemble avec mon, disons, enseignant, M. Kaiser, le livre que vous, monsieur, ici devant, on voit sur votre genou. Et on a vécu un après-midi et la partie du matin, pour ma part, très émouvante. Lui, qui a fait toutes les photos d'Auschwitz il y a 2 ans. En 2009. Ok, un peu plus long, mais ça fait rien. Ils sont aussi actuels à ce moment-là qu'ils sont aujourd'hui. Il y a très peu qui ont changé. Pour moi, ça m'a pris beaucoup, c'est pas du courage, et de me convaincre moi-même d'y aller. Car il y a beaucoup de gens, surtout pas mes amis, qui ont dit « tu ne supportes pas ». Bon, je suis ici ce soir chez vous, j'ai le supporté, mais j'ai des problèmes d'émotion qui sont encore aujourd'hui avec moi. Alors, si vous voulez mon témoignage, que je fais normalement, tu veux un stick? Monsieur Kaiser, qui est en effet responsable que je suis à côté de son épouse ce soir, aussi responsable d'avoir rencontré pour la première fois cette chère dame ici. C'est elle qui est la directrice de Natzweiler Struthof, était, j'ai dit. Terrible, hein? Mais c'est pour ça, je ne comprends pas, Steve, comment tu supportes toute la journée. Mais en effet, je crois, avant d'entrer dans mon vécu, il y a 2 choses que je dois dire. Dans les années 90, j'ai eu un problème psychologique, c'est-à-dire toutes les images que j'ai eues comme enfant dans le camp de Westerbork et de Bergen-Belsen, comme Madame Kaiser vous a dit, sont revenues. J'ai pensé évidemment à un suicide, je ne l'ai pas fait. J'ai regardé les films sur télévision tous les soirs, jusqu'au jour où ma femme, qui était le plus grand support de ce que j'ai fait dans les derniers 14 ans, m'a dit qu'il faut que tu cherches quelqu'un pour chercher de l'aide, pour se faire traiter. Et dans le vécu qu'on parle tantôt, ma langue maternelle, malgré le fait que je suis né en Allemagne, est devenue le néerlandais. Et c'est pour ça que j'ai trouvé, et je l'ai visité, de me demander de faire une présentation sur le vécu à son école où il était professeur d'histoire.
Alors, finalement, j'ai dit oui, sans savoir qu'est-ce que ça incombe. C'était une catastrophe, si tu te rappelles, trop émotionnelle. Et là aussi, j'avais mon épouse à côté de moi. Mais Steve, ça c'est Steve, Steve a insisté que je continue. Et 14 années plus tard, aujourd'hui, j'ai rencontré mon vécu, le devoir de ma mémoire, devant à peu près 14 000 élèves à Luxembourg, plus quelques milliers en France, surtout dans la région du Nord, Longwy, Longuyon, etc. Je l'ai fait en Belgique et je l'ai fait avec, et en parenthèse, avec une très très grande émotion et plaisir en Allemagne. Là sont des questions que vous pouvez poser là-dessus plus tard. En tout cas, c'est Steve Kaiser qui était responsable que j'ai continué, et j'ai continué, et j'ai continué. Et les 14 000 élèves à Luxembourg, je les donnais toujours à la fin de ma présentation, qui prend à peu près 1h30. Et M. Kaiser m'a demandé de donner quelques images là-dessus, mais il n'a pas d'installation, alors je le cache de nouveau. Ce n'était pas mon idée, hein, c'était son idée. Hein. Et à la fin de ma présentation, avec des images du camp, des images des cadavres, des images des enfants, les images du transport, que je vais vous expliquer après, je donne à chaque jeune, et là j'insiste, je ne sais pas combien il y a, après la présentation, ici je le donne à cette jolie fille à côté de moi. Moins jeune. C'est vous qui l'avez dit, madame. Moi, je n'ose pas le dire. Et je donne à chaque jeune, je ne sais pas combien il y a ici, mais je présume une trentaine, une quarantaine. Chaque jeune parmi vous reçoit de moi une bille. Et pourquoi une bille? Une bille, c'est multicolore. La bille est ronde, ça représente le monde. Et la bille, vous portez chez vous. Aujourd'hui, les filles et les garçons, ça va sans dire, les filles ont tous des pantalons avec des poches. À l'époque, ils avaient des robes et je ne sais pas quoi à l'école. Là, vous avez une poche, vous mettez la bille là-dedans. Et quand vous voyez qu'il y a une genre de haine, une amertume, une insulte, un harcèlement d'une personne à une autre, il faut intervenir. Il faut dire, ça ne va pas. Il faut que vous vous entendez, il faut que vous parlez un à l'autre. Alors ce soir, pour les jeunes, j'ai amené quelques billes parce que, comme j'ai dit au commencement, les adultes, comme nous, comme vous, pour la plus grande partie, nous avons failli d'éduquer le monde. Nous avons failli d'expliquer qu'est-ce que ça peut passer s'il y a un psychologue qui s'appelle Adolf Hitler pris la main pour détruire un peuple. Et après la guerre, on a failli d'éduquer dans un sens les jeunes d'il y a 30 et 40 ans, les jeunes pour leur dire c'est ce qu'on a vécu, plus jamais, comme se trouve dans le segment à la libération de Buchenwald, etc. Alors, très bref, je ne sais pas combien de temps j'ai. M. Kaiser dit, quand lui dit, on rentre vers midi 30, minute 30 ou quelque chose comme ça. Moi, je dois vous dire honnêtement, je suis un peu fatigué après hier. Lui, je suis 4 fois plus âgé que ce jeune homme-là, presque. Alors pour lui, ça fait rien. Il se lève à 6 heures le matin, il fait son travail, ses études. À Nancy, je crois. À Nancy. Vous savez là-dessus? Alors, je suis né en Allemagne en 1932. Et en 1936, mes parents étaient obligés, comme toute la famille, ensemble avec ma mère et mon petit
petit frère de quitter l'Allemagne et de chercher asile ailleurs. Alors nous avons trouvé l'asile aux Pays-Bas. Et aux Pays-Bas, il y avait aussi mes grands-parents, côté de ma mère et ma grand-mère côté de mon père. Et là, nous avons vécu une vie assez agréable à cause des prévisions qui ont été prises, autant par mes parents que parmi mes grands-parents. Et la vie n'était pas désagréable. En 1940, quand les Allemands ont envahi les Pays-Bas, comme ils ont fait au nord de la France, en Belgique, Danemark et Autriche avant, et Pologne aussi avant, ils ont ordonné les Juifs parce que nous avons vécu à la côte Azur des Pays-Bas, si vous voulez, et les Juifs étaient ordonnés de vivre à l'intérieur du pays. Je ne sais pas pourquoi, mais c'était comme ça. Là, on a aussi eu une maison pendant l'occupation, jusqu'au 1er mars 1943. Nous étions cachés. Là, un parallèle avec Anna Frank, que je présume la jeunesse connaisse tous, j'espère au moins. Anna Frank et sa famille ont déjà quitté l'Allemagne en 1933 et ils ont vécu à Amsterdam. Et là, c'est la grande tragédie, quelques mois avant la fin de la guerre, en ce qui concerne le nord des Pays-Bas. Vous, ici, vous étiez déjà libérés en octobre 1944. Mais eux, ils étaient encore les cachés. L'histoire continue. Ils sont aussi arrêtés, mais une année et demie plus tard que nous. Ils sont transportés à Auschwitz d'abord. La maman est décédée, le père, comme vous savez, a survécu. Et les deux filles sont venues avec 8000 autres femmes vers Bergen-Belsen, avec l'arrivée presque en novembre 1944, les Allemands ont expédié les femmes et les filles surtout vers l'ouest. Ils sont arrivés à Bergen-Belsen. Ils ont vécu dans des grandes tentes. C'était l'hiver le plus sévère du siècle passé. Ils n'avaient pas de chaussures, ils n'avaient presque pas de vêtements. Et Anna et sa sœur sont décédées le 15 mars, à peu près, à un typhus, dans les tentes du camp de Bergen-Belsen. Ça, c'est le parallèle. Je reviens maintenant à notre arrestation plus tôt, le 1er mars 1943. D'abord, nous étions au camp de Westerbork en famille. C'était un camp de transit pour à peu près 100 000 juifs des Pays-Bas. Au commencement de la guerre, il y avait 112 000 juifs aux Pays-Bas, dont 100 000 n'ont pas survécu la Deuxième Guerre. C'était un pourcentage assez important. Après, disons, la disparition des Juifs de la Pologne, où avant la guerre, il y avait 2 730 000 Juifs qui ont vécu en Pologne, dont seulement 30 000 ont survécu la guerre. Les autres 2 700 000 ont été massacrés. Alors, nous étions à Bergen-Belsen en famille jusqu'au 31 janvier 1944, quand nous avons reçu le message que vous êtes sur le prochain transport vers Bergen-Belsen. Alors, on ne savait pas ce que ça veut dire. Nous étions dans les ténèbres intellectuelles, si vous voulez. Pour les jeunes, ils ne le comprennent parfois pas, il n'y avait pas de portable, il n'y a pas de journaux, il n'y a pas de radio, il n'y avait pas de communication. Et comme chaque mardi partait de Westerbork un train avec aux environs 50 ou moins de wagons de bétail, avec au sol un peu de paille et 2 barils dans le dos.
Je dois expliquer ici qu'en sur les trains, il y avait des panneaux, Auschwitz, Sobibor, Dachau, Buchenwald, Theresienstadt ou Therésine, mais on ne savait pas qu'est-ce que ça veut dire. Si on demandait aux Allemands qu'est-ce que ça veut dire, ils répondaient oui, mais pas de problème, c'est un camp de travail, vous allez travailler, on va vous donner des vêtements, on va vous donner à manger, les enfants vont aller à l'école. Alors personne ne savait qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qu'on va faire là-bas. Alors revenons à ce wagon de bétail. Nous étions là-dedans à peu près avec 70. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Jorge Semprin, le long voyage. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je recommande vivement. Jorge Semprin décrit le voyage de Drancy vers Buchenwald dans un wagon, aussi un wagon de bétail. Nous étions là-dedans avec les 2 barils, dont un baril était plein d'eau, parce qu'il faut voir, l'autre était vide. Et sur cette baril vide, les filles, les femmes, les enfants, les adultes, les hommes, n'importe qui étaient ensemble dans ce wagon, avaient ça pour faire le besoin. Et croyez-moi, quand après vous étiez là-dedans pendant 2 jours, ou pour Auschwitz c'était parfois 4 jours, et on ouvre les portes du wagon, tous là-dedans ont perdu de dignité humaine. Et c'est pour ça, une fois sortis de ces wagons, la sélection à Auschwitz était très facile. Parce que si le nazi, vous allez à gauche, vous allez à droite, vous allez à gauche et à droite. Et à gauche et à droite, il y a encore un chemin au milieu, puis ceux qui peuvent travailler. Et les autres sont partis, pour la plus grande partie, dans les chambres à gaz. Mais il n'avait pas de résistance. Il faut s'imaginer sur une arrivée à une gare, ça ressemble à une gare, il y a 2000 personnes qui sortent d'un train. Il n'y a pas de résistance. Pourquoi? C'était caduc. Pas de dignité humaine, pas de résistance. Alors nous sommes arrivés après 2 jours à Bergen-Belsen, qui se trouve au nord de Hanovre, en plein milieu d'Allemagne. On était à peu près, j'imagine, 2000 dans le train. Et comme il y avait chaque mardi un train vers l'Est, les 100 000 juifs de Westerbork, après 52 trains, étaient tous déjà partis pour la vie dans un camp de vacances. Méditerranée d'Adolf Hitler. Club Méditerranée d'Adolf Hitler. Alors, à l'arrivée à Bergen, un petit village, nous étions obligés d'aller à pied de l'arrivée des wagons jusqu'au camp. Ça fait 6 km. Et on peut le faire aujourd'hui. Ceux qui ne pouvaient pas, d'abord on a évacué les morts du wagon. Après, les survivants sont allés à pied. Mon frère et moi accrochés à nos parents. Et qu'est-ce qu'on fait avec ceux qui sont âgés, qui ne pouvaient pas marcher? C'était encore en hiver. Il n'y avait pas de neige. Qui ne pouvaient plus marcher parce qu'ils s'étaient épuisés. Il y avait toujours un nazi, soldat, avec un fusil qui a tiré une balle dans la nuque pour les envoyer à un monde meilleur. Et le reste est arrivé au camp. Au camp, c'était sélectif. Les enfants plus petits que mon frère étaient mis ensemble lui était ensemble avec ma mère dans les baraques du camp, dans la partie femme. Et moi, je suis encore très petite aujourd'hui. J'ai vu sur les récentes photos de guerre, et je vois ce jeune homme derrière moi, 2 têtes plus grandes. Et là, je me sens très petite quand j'ai vu les photos. Terrible. Mais là, à Bergen-Belsen, j'étais, pour mon âge, de 12 ans, assez grand.
Et on m'a mis ensemble avec mon père dans les baraques des hommes, dans le camp des hommes. Et là, on a vécu 4 étages pour les lits, avec 2 couvertures et 2 gamelles, c'est ce qu'aujourd'hui nous utilisons pour les chiens pour manger. Et chacun avait un pour chercher, c'est ce qu'on appelle de manger 2 fois par jour. Mon père a travaillé dans les champs et moi j'ai travaillé à tirer les chaussures qu'on ne savait pas d'où viennent les chaussures. Mais les chaussures, effectivement, sont les chaussures de ceux qui sont partis dans les chambres à gaz et dans les crématoires d'Auschwitz et des autres camps d'extermination. Vous savez, je fais une petite parenthèse, les camps d'extermination étaient tous en Pologne. Parce que les Allemands avaient décidé que si on perd la guerre en 1942, ils ont décidé que les camps d'extermination on fait dans un autre pays, que personne ne peut nous dire que nous étions des assassins, que nous avons gazé les gens ou n'importe quoi. Alors tous les camps d'extermination se trouvent aujourd'hui en Pologne. Et ça, c'est seulement une parenthèse que je peux faire. Alors, chaque matin, moi j'ai travaillé avec les chaussures, avec les autres petits gars, et mon père était sur les champs. Comme chaque matin, j'ai réveillé mon père, et le 4 février, ça fait la semaine après, ou la semaine prochaine, ça fait 70 ans que j'ai réveillé mon père, excuse-moi réveillé, pour lui réveiller, et j'ai découvert qu'il était mort. Décédé pendant la nuit, fatigue, typhus, et je me trouvais seul. Aux écoles, on me demande parfois qu'est-ce qui est arrivé aux dépouilles de ton père, votre père. Et je dis, en effet, je ne sais pas. Parce qu'il n'y avait plus de crématoire, il n'y a plus de fosses en commun. Alors, on a mis tous les cadavres en dessous des arbres dans le camp. Et là, ils sont restés 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et évidemment, avec une air qui était complètement polluée. Et c'est comme ça, en effet, les Anglais ont trouvé le camp. Parce que les cadavres qui ont complètement décomposé, ça donne une odeur infréable. Et aujourd'hui, quand on me demande qu'est-ce qui est arrivé avec les dépouilles de ton père, je dis, je ne sais pas. Il y a des grands fosses en commun, comme les Anglais ont fait après la libération le 15 avril 1945. Et moi, j'imagine que mon père, avec Margot à gauche et Anne à droite ou en inverse, à côté, ils ont trouvé leur pays éternel. Mais je ne sais pas où, ça c'est mon imagination. Nous avons fait, après la guerre, on a fait une petite stèle symbolique à Bergen-Belsen, que ceux qui étaient là ont peut-être vu. Ça c'est notre point de repère pour me rappeler, pour ma femme, mes enfants, mon frère, pour nous rappeler qu'est-ce qui est arrivé à ce moment-là. Alors, je me trouvais seul, et comme le camp a été libéré le 15 avril 1945 par les Anglais, au début d'avril, vers le 7 avril, les Allemands qui étaient encore là ont fait la même chose. Ils ont fait la même chose qu'ils ont fait à Auschwitz. Il faut se débarrasser des témoins. Alors, le 7 avril, je me trouvais là, ensemble aussi avec ma mère et mon frère, dans de nouveau un train, après une marche de 6 km vers Bergen, et nous nous avons trouvés dans un train que nous avons amené à n'importe où. L'idée, c'était de nous amener là où il y avait encore des chambres à gaz,
Et ça, c'est arrivé. Alors, la deuxième solution qu'ils avaient, de faire sauter le train avec 2000 Juifs sur un pont de la rivière d'Elbe. Et ça ne sont non plus arrivés parce que l'Elbe était déjà occupée par les Russes. Alors, nous sommes tournés en rond jusqu'au 13 avril 1945. Alors, 6 jours et demi dans le train. Et le jour du 13 avril, il y avait des chars américains sur l'horizon. Et les demi-juifs, ceux qui étaient encore en vie, étaient libres. On nous a envoyés dans un petit village pour chercher à manger. Et c'était vraiment aussi pour les gens, j'imagine aujourd'hui, à cette époque-là, qui vivaient dans ce village, qui évidemment ne savaient rien du tout, jamais entendu du train, jamais entendu des camps de concentration. Vous parlez de quoi? Mais là, ces restants de demi-juifs, ils sont entrés dans le village et sont vraiment vidés tout ce qu'ils pouvaient trouver. Avec un résultat qu'il y avait beaucoup de décès, évidemment parce qu'il y avait des gens qui n'ont pas mangé pendant 6 jours. Ça, c'est la libération. Ça, c'est notre libération. Là, il y a aussi une histoire que tantôt je vais partager avec vous. Mais d'abord, revenons à Bergen-Belsen. La mortalité de Bergen-Belsen était de 600 par jour. Alors, dans un lycée où il y a en moyenne 1200, 1300 élèves, il faut imaginer qu'en 2 jours, l'école n'existait plus. Et à la libération, il y avait à peu près encore 60 000 soi-disant juifs en vie, et soi-disant en vie. Et à ce moment-là, ils aussi ont fait l'erreur, les Anglais, de leur donner trop à manger. En plus, il y avait beaucoup qui étaient malades de typhus et qui sont décédés. Les 60 000 qui étaient encore en vie, à peu près 12, 18, peut-être 20 000 ont effectivement survécu. Et le reste est décédé même après la libération. Aujourd'hui, Bergen-Belsen, c'est un très grand musée, c'est un très grand lieu de mémoire, mais il n'existe rien comme il existe à Auschwitz. Auschwitz, hier, pour moi, c'était très difficile. Je ne suis jamais allé dans les 60 années que Auschwitz a été libéré. En effet, je n'étais jamais en Pologne depuis que de notre libération, depuis que nous sommes allés libérer finalement le retour aux Pays-Bas. Et c'était la première fois. C'était un bouleversement. Et il y avait une chose que j'ai appris, et j'étais ensemble avec le Premier ministre de Luxembourg et leur Altesse royale. Et là, le chemin de retour, j'ai fait mon témoignage, c'est ce que je fais maintenant, avec le prince héritier et la princesse, dans l'avion pendant 3 quarts d'heure. Mais là, aussi, la question du Premier ministre était pourquoi on se tutoie, mais ça c'est une longue histoire. Steve Kaiser se tutoie aussi, parce qu'ils sont tous du même âge. Ils étaient presque tous comme les enfants au même établissement éducatif. Qui m'a dit pourquoi tu n'étais jamais là tantôt. Pourquoi tu n'as jamais vu ça d'abord? Parce que pour moi, Auschwitz, avec tout respect que ce jeune homme a fait, il a fait à juste titre, pour moi, c'était un peu un voyeurisme. Et c'est ce que j'ai vu hier. Je crois que j'avais raison. J'ai décidé, plus jamais je veux voir cet endroit. Ça me suffit. Il y a dans ma famille qui ont dit, n'irai pas, mais j'ai une tête dure, alors je suis allé. Fin de la guerre, nous sommes retournés aux Pays-Bas. J'ai fait d'abord l'école primaire, que j'avais manqué. J'ai fait mon bac, j'ai fait mes études d'agriculture. Et j'ai vécu après ça en Israël.
aux États-Unis, en Honduras, Amérique centrale, et finalement en Afrique du Sud, où il y a cette année 45 ans, j'ai rencontré mon épouse, et c'est pour ça qu'elle a l'air encore aujourd'hui d'être très jeune. Et finalement, nous avons quitté l'Afrique du Sud parce que le mouvement anti-apartheid à laquelle ma femme participait aussi nous a fait décider de quitter le pays. Et finalement, on a trouvé une terre d'accueil à Luxembourg, où nous sommes encore aujourd'hui. Alors ça, c'est à peu près mon vécu. Vous le trouvez ici, là-dedans. Et à la dernière page, je répète encore que dans le tout dernier alinéa, pourquoi raconter des histoires? Ne faut-il pas se poser la question quand nous avons appris de l'histoire dans de nombreuses régions du monde, en Europe, en Russie, en Afrique, Moyen-Orient, en Amérique du Sud, la xénophobie, le racisme, la persécution et le nettoyage ethnique existent toujours, sans que l'histoire n'ait eu beaucoup d'influence. Et en plus de ça, je ne sais pas si j'ai réussi. Ça, c'est une publication qui a été faite il y a 10 ans, que j'ai reçue de ton cher époux, de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et franchement, j'ai fait l'autre jour dans le lycée à Longwy, j'ai fait un geste. Je l'ai déchiré comme ça. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que qu'est-ce que ça vaut? Et je laisse ici si vous voulez l'avoir, parce que c'est difficile à trouver. Il est aussi en allemand, en luxembourgeois, mais aussi en français. Qu'est-ce que c'est cette déclaration de l'homme si personne s'en tient? Qu'est-ce que ça sert qu'on nous donne au moins 30 articles comment vivre dans le monde, et c'est du fichu partout, dans tous les pays. Moi, je vous remercie de votre accueil. C'est ce que tout ça voudrait dire. Par des Américains. Parmi ces Américains, il y avait un lieutenant qui s'appelle Frank Towers. Il y a à peu près 5 ans que ce monsieur Frank Towers, que je ne connaissais pas, personne ne le connaît, tout ce qu'il a fait a libéré 2000 Juifs, à peu près. Et il y a 5 ans que Frank Towers a cherché partout dans le monde s'il y a encore des survivants. Finalement, il a trouvé 200 et 300, je ne me rappelle plus le nombre, de ceux qui étaient dans ces fameux trains qui, lui, il a libérés. Alors maintenant, 69 ans après, je reçois un message de la petite fille du général Patton, c'est celui qui s'occupait de la bataille des Ardennes et qui est aussi un des généraux qui ont libéré la France. Et sa petite fille me téléphone et dit « Jerry, tu sais que Frank Towers, que tu connais par correspondance, se trouve en Normandie. » Alors avec mon frère, qui habite toujours au Pays-Bas, on a décidé, et ma femme m'a dit aussi, c'est trop loin. Le jour avant, c'était le 5 mai, pardon, le 5 juin de l'année passée. Et alors on a dit non, sorry, on ne vient pas. 3 jours après, elle me téléphone et elle a dit, tu sais que Frank Towers se trouve à Paris. Et il se trouve dans un hôtel, et ça c'est pas de la pub, qui s'appelle Ibis. Tous les jeunes le connaissent parce qu'on peut dormir ça dans une chambre pour 40 €. Alors, j'ai pris le plus grand, qui est à côté de Charles de Gaulle, à Roissy. Frank Towers, nothing. Rien. Mais le directeur m'a dit, mais moi je peux trouver, s'il y a un Frank Towers dans un de nos 4 hôtels autour de Roissy, je le trouve. Alors, je l'ai trouvé, je l'ai téléphoné, pris un taxi, je suis allé là-bas, je suis entré dans sa chambre, très émotionnel, j'ai rencontré Frank Towers.
qui a à peu près 2 mètres d'auteur, qui pèse, je m'imagine, 150 kilos, qui est âgé de 97 ans. Et quand je suis chez lui, il m'a dit « je me sens mauvais ». Et de faire une longue histoire très courte, il a fait une crise cardiaque quand nous étions ensemble. Alors, comme ses enfants faisaient du sightseeing à Paris, moi je trouvais seul avec lui, j'ai appelé SAMU et les pompiers, et en 5 minutes, il y avait une dizaine de personnes là-dedans. De SAMU, ça fait déjà des chirurgiens, n'importe quoi. Les pompiers qui sont toujours partout sur place. Et ils l'ont amené, après un massage cardiaque, ils l'ont amené à l'hôpital à Paris. Et après 5 jours, il a envoyé un message qu'il est de retour à Floride. Le médecin qui l'a amené dans le SAMU m'a dit, une demi-heure après, votre ami serait mort. Alors pour Frank Towers, moi j'ai payé ma dette. Dans un article paru dans un journal américain, ça se termine avec les mots « Lui m'a libéré et moi j'ai sauvé la vie ». Et voilà, je voudrais ça encore dire parce que je crois que c'est une belle ça, État juif, 42, on le portait comme ça, tous les jours, sur les vêtements. Je ne veux pas le mettre maintenant, mais c'était comme ça, c'est pas à moi. Alors, encore une fois, merci. Et si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Je veux demander une des jeunes. Toi, tu viens? Oui, bien sûr. Alors, je te donne des billes et tu donnes une bille à tous ceux que tu penses sont assez jeunes encore pour changer le monde. Toujours une grande émotion, comme vous le disiez, Madame de Monet tout à l'heure, intacte, que d'entendre le témoignage d'un rescapé. Ce ne sont pas des survivants, ce sont des rescapés d'une mort quasi certaine. Mais il faut dépasser cette émotion, et tu l'as fait, Gert, avec les petites billes que cette jeune fille est en train de distribuer. Il faut qu'elle en garde une pour elle. Oui, je vois, il y a assez. Tu l'as fait, c'est-à-dire que tu as jeté maintenant un pont avec ces petites billes qui, je l'espère, ces jeunes vont garder dans la poche, et si elle n'est pas dans la poche, dans la table de nuit ou sur le bureau, pour y penser comme un scrupule. Vous savez ce que sont les scrupules au Moyen-Âge? C'était des petits cailloux que les moines se mettaient dans les chaussures pour penser à tous leurs péchés. Mais le scrupule, aujourd'hui, c'est « j'ai mal agi aujourd'hui, j'aurais dû faire comme ça, j'aurais dû faire autrement ». Alors cette petite bille, elle est là pour rappeler si quelque chose ne se passe pas bien, c'est ton devoir de le dénoncer. Tu as raison, Gert. C'est ton devoir de faire que les choses changent. C'est ton devoir de faire que les choses changent. C'est ton devoir de faire avancer les choses. C'est ton devoir de poursuivre le chemin d'histoire, de mémoire, tous ensemble. Aujourd'hui, en 2015, 70 ans après la découverte des camps de concentration et d'extermination nazis, alors je suis encore assez jeune pour changer le monde. Merci, Gert. Mais tu es blonde. Oh. Je sais, mais c'est mon éternel reproche. 70 ans après la découverte des camps, leur libération pour certains, pour d'autres il n'y a pas eu de libération. C'est encore une longue histoire. Et pour certains, même après avoir été libérés, c'est-à-dire après l'arrivée des Alliés,
l'histoire s'est poursuivie encore longtemps à l'intérieur même des camps. C'est le cas pour Bergen-Belsen. Bergen-Belsen, le 13 avril 1945, les Alliés ont passé un accord avec les gardiens SS du camp, dehors, épidémie de typhus, quarantaine, jusqu'à la fin du mois de mai. C'est-à-dire que dans ce camp qu'ils ont découvert, comme l'expliquait Gert, avec des monceaux de cadavres en train de se décomposer, il y avait encore 60 000 errants, survivants, malades, dénutris, tristes, affamés, malheureux, veufs, orphelins, qui ont dû rester là, dans ce chaos. Mais il s'est passé quand même quelque chose. J'ai ici une copie, je vais te la donner. Ça, c'est un message du général Eisenhower au général Marshall. Le document était à l'époque classé secret, for eyes only, c'est-à-dire tu le lis et c'est tout. Je vais traduire rapidement. J'ai visité moi-même un de ces camps et je vous assure que la réalité va au-delà de tout ce qui a été écrit dessus. Je vous demande de bien vouloir envoyer une douzaine de responsables du Congrès américain, une douzaine d'importants journalistes pour venir faire une courte visite dans ce théâtre, theater. Je m'arrangerai pour leur faire la visite de l'un de ces endroits où l'évidence de la bestialité et de la cruauté est tellement énorme qu'elle ne laisse aucun doute dans l'esprit sur les pratiques devenues normales des Allemands dans ces camps. Général Dwight Eisenhower. Le document est daté du 19 avril 1945. Il y a fallu effectivement, après les camps, y aller, voir, envoyer des photographes. C'est ce que par exemple le général Combat a fait. Camus a mandaté l'un de ses journalistes pour aller sur place, faire un reportage. Magazine de France a envoyé des reporters sur place. Nous avons aussi les photos extrêmement fortes dans les camps de Erich Schwab, dont nombreuses ont été reproduites sur les panneaux d'une exposition qui a été inaugurée à Paris au mois de juin 1945, crimes nazis, au Grand Palais. Imaginez aujourd'hui une exposition sur les crimes nazis au Grand Palais. Vous voyez la taille du Grand Palais. Interdite aux moins de 16 ans, mentionné expressément. Il fallait montrer l'horreur des camps, alors que même les déportés eux-mêmes n'étaient pas encore rentrés. Il fallait que le monde sache ce qui s'était passé. Mais après, une fois que les populations encore vivantes, survivantes, qui avaient survécu en plus ou moins bonnes conditions dans les pays occupés ou non, selon l'endroit où ils se trouvaient, leur destinée a été toute différente. Mais une fois qu'ils avaient découvert l'horreur de ces camps, eh bien quoi? Lorsque le déporté revient, s'il revient, il ne retrouve pas sa vie normale. D'abord, peut-être qu'il n'a plus de famille, il n'a plus de profession, il n'a plus de maison. Quel avenir s'écrit pour lui qui rentre de là, de cet enfer sur la terre? Il faut tout réapprendre, y compris à tenir une fourchette, y compris à manger normalement. Ça, Gert pourrait le raconter mieux que moi. Je ne fais que essayer de transmettre l'utilité de la transmission de l'histoire et de la mémoire.
Et puis en face, vous avez des gens qui peut-être avaient vécu à peu près correctement, ou peut-être très difficilement aussi, peut-être manqué de nourriture, mais qui avaient en face d'eux des gens qu'ils ne reconnaissaient plus. Il a fallu réapprendre à vivre ensemble, à s'entendre, à entendre le message des déportés. Mais quoi, nous sommes libérés. Qu'est-ce qu'on va encore, pardonnez-moi, nous emmerder avec des histoires affreuses de guerre? C'est la liberté qui est retrouvée. Alors les témoins ont commencé à témoigner, puis ils se sont tus. En gros, on leur a fermé la gueule. Ils ont repris progressivement leur vie. Et puis les témoignages sont enfin venus. Ce sont tous les noms que vous connaissez, tous les jeunes, vous avez tous lu, vu, entendu les noms des témoins qui ont écrit des livres sur leur expérience concentrationnaire. Et puis il y a eu bien entendu le travail des historiens, le travail des archives qui a commencé très tôt. La réunion de ces archives, parce que quoi qu'on en dise, toutes les archives nazies n'avaient pas été détruites. Bien sûr, il y a des trous, il y a toujours des trous. Mais il y a énormément de documents. Et encore aujourd'hui, on est en train de reconstruire le puzzle. Encore aujourd'hui, chaque jour, un historien met une pièce sur ce puzzle. Ça peut être le nom d'une personne, le nombre de convois vers tel endroit, les conditions exactes de détention, les commandos de travail, que sais-je encore, les liens entre les camps. Et puis il a fallu se poser la question de comment on va faire la mémoire de tout ça. Le premier geste, je vais vous parler d'un lieu que je connais bien, Natzweiler, au Struthof. Donc nous sommes à 60 km au sud de Strasbourg, dans la montagne, à 800 mètres d'altitude, face nord. Donc en été, il fait très chaud, en hiver, il fait très froid. Amplitude thermique de l'hiver 43, 44, 80 degrés, entre l'hiver et l'été. Ça, c'est noté par les SS, hein. C'est pas nous qui l'inventons, ils notaient tout. Sur ce lieu qui n'a pas été libéré. C'est pour ça que j'insiste, tous les camps n'ont pas été libérés, certains ont été découverts. Le premier, donc, découvert par les Américains depuis l'Ouest, Natzweiler au Struthof, au mois de novembre 1944, découvert un camp vidé de ses occupants, parce que tous les déportés avaient été envoyés à Dachau, pratiquement. Certains ont subi aussi les marches de la mort. Les commandos annexes de Natzweiler à l'est du Rhin ont continué de fonctionner. Certains même ont été créés encore après la fin du camp central. Mais sur ce lieu où l'on découvrait quoi? L'horreur. Une fosse avec des cadavres en putréfaction mélangés aux excréments des détenus. Il a fallu tout de suite mettre un symbole pour dire qu'on ne touchait pas à ce lieu. Qu'est-ce qu'on a trouvé à l'époque? De mettre une grande croix, immense croix. Une grande croix existe encore aujourd'hui à Natzweiler. Bien sûr, ça peut être ressenti comme un signe religieux, mais je ne crois pas. Je crois qu'il faut le prendre comme le premier symbole d'un endroit sacré. Que vous soyez croyant ou pas, que vous soyez juif, musulman, chrétien, athée, peu importe. Ce lieu, on n'y touche pas. La mémoire commençait à s'écrire. C'est-à-dire que nous avions parallèlement la découverte de l'horreur, la reprise des relations entre les pays et le retour des déportés a posé ô combien de problèmes diplomatiques, administratifs, juridiques, sanitaires, complètement inattendus entre tous ces pays européens qui devaient se réconcilier. La chancelière Angela Merkel a prononcé un discours au mois de novembre 2014 dans lequel elle a dit, à Berlin, parce qu'on lui remettait une distinction, dans lequel elle a dit « La France nous a tendu la main de la réconciliation. Cette main tendue entre deux pays, c'est une main maintenant, nous pourrions en fait joindre nos mains avec l'ensemble des pays européens. Je crois, Gert, que si tu as déchiré cette convention, déclaration des droits de l'homme,
Je ne dis pas que tu as eu raison de le faire, mais je comprends ton geste. Je comprends ton geste parce que, il y a quelques jours encore, on a massacré des gens parce qu'ils osaient, avec un stylo, faire des dessins. Peu importe ce qu'on pense du dessin, la liberté d'expression existe. On a massacré des gens parce qu'ils étaient juifs, 70 ans après le début du régime nazi, le début du système concentrationnaire. On l'a fait en France, on l'a fait à Bruxelles, au musée juif, on l'a fait à Toulouse, où une petite fille s'est fait prendre en joue et massacrée direct dans la rue, par terre, une enfant juive. Alors oui, il y a de quoi désespérer. Hein. On peut relire tous les articles là, on peut tous les rayer. Il n'y en a pas un qui est respecté. Eh bien, je vous dis une chose, on a du boulot. Alors peut-être, et comme je le disais tout à l'heure à la journaliste de France Bleu, un événement comme aujourd'hui, une exposition, une rencontre, le dialogue que nous allons avoir avec Lucille, c'est pas grand-chose. Ça tient là-dedans. Mais là-dedans, Gert, on met le monde. C'est toi qui l'as dit. Alors prenons des responsabilités. Prenons chacun notre responsabilité individuelle de construire un destin collectif. On va dire parole, parole, parole. Oui, sauf que si chacun autour de soi, dans son cercle à lui, on n'a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde, chacun dans son cercle à lui, déjà, se comporte d'une manière ouverte, chaleureuse, conviviale, tolérante, digne, respectueuse de l'autre, dans ce qu'il pense, comme lui ou différemment de lui, dans le dialogue, dans la construction de quelque chose qui va nous faire avancer, eh bien, on aura déjà gagné un tout petit peu d'humanité et on pourra lui redonner un grand H. Alors je vais donner la parole à Lucille, parce qu'on va échanger ensemble, tous les quatre. Lucille a eu le grand privilège, je dois dire, ça n'arrive pas à tout le monde, d'être reçue dans le cadre du 70e anniversaire de ses commémorations par les hautes autorités d'Allemagne, d'avoir fait aussi la visite des sites historiques d'Auschwitz, d'avoir visité Cracovie, d'avoir visité plusieurs musées, d'avoir rencontré des témoins. Elle a été plongée pendant une petite semaine, uniquement, quasiment, je pense que c'était tes pensées 24 heures sur 24, dans la mémoire, et pas le souvenir puisque tu ne l'as pas vécu, mais dans la mémoire collective que nous devons tous porter de cet univers concentrationnaire nazi. Aujourd'hui, si tous ces lieux existent encore et s'ils ont des mémoriaux et des lieux qui sont devenus des lieux de pédagogie et d'accueil de la jeunesse, ça veut dire que l'on a gagné sur la barbarie. Alors ça, ne l'oublions jamais. Nous le portons comme un héritage et nous le portons comme un devoir. Nous le portons aussi comme un espoir. Lucille, alors je vais te demander d'abord brièvement de nous dire quelle a été ta semaine, rapidement, qui tu as rencontré, dans quel cadre tu es parti là-bas. Et puis aussi de nous donner ton impression de jeune, c'est-à-dire tu as une vie de jeune lycéenne lorraine, voilà, qui a envie de construire son avenir, qui est ambitieuse, qui veut aller dans l'aérospatiale. C'est magnifique, grand chapeau, grand bravo. Tu as une vraie ambition, un vrai regard sur l'avenir. Alors qu'est-ce que ça fait de retourner sur les lieux qui te ramènent 70 ans en arrière, c'est-à-dire probablement l'âge de tes grands et arrière-grands-parents? Raconte-nous. Nous sommes partis jeudi dernier et nous avons retrouvé donc, à Berlin 79 autres jeunes européens, donc essentiellement allemands et polonais.
mais également venant de Russie, de Tchéquie, d'Autriche, d'Israël. Il y en avait même un de New York, une italienne, et nous étions 4 Français. Et donc le vendredi, nous sommes partis donc, en Pologne. Nous avons visité la ville d'Auschwitz. Et plusieurs fois par jour, je dirais 2 ou 3 fois par jour, on se réunissait par petits groupes de 10 pour débattre et en parler entre nous pour donner nos sentiments, nos impressions, nos attentes. Et pour eux, c'était très très important, pour les organisateurs, de savoir nos attentes et de pouvoir y répondre, et du coup après de pouvoir comprendre nos sentiments, nos émotions. Et ça permet en petits groupes de plus partager et de donner vraiment ce qu'on pense. Donc beaucoup étaient étonnés qu'il existait une ville d'Auschwitz. Donc c'est comme quand les gens viennent à Verdun juste pour les champs de bataille. Non, il y a une ville à Verdun. Et je ne sais pas si c'est la météo qui faisait ça, mais c'était très vide. Il n'y avait personne dans les rues, c'était assez petit, assez gris. Et donc le samedi, nous avons été à Auschwitz. Le matin à Auschwitz 1 et l'après-midi à Birkenau. C'était la seule journée où on n'avait pas de travaux en groupe pour en débattre. Mais je crois que le jour-là, personne n'avait envie d'en parler. Et, on n'en parlait pas, mais on le ressentait entre nous. On se comprenait vraiment tous ensemble, même sans avoir besoin d'en parler. Donc le lendemain, nous sommes allés à Cracovie. Nous avons visité donc un musée racontant l'histoire de la Pologne et de Cracovie sous l'occupation allemande. Donc nous avons compris la vie quotidienne des Juifs et des habitants de Cracovie pendant l'occupation. Nous sommes allés au ghetto de Cracovie et nous avons rencontré une rescapée d'Auschwitz qui nous a donc expliqué son parcours et nous avons pu dialoguer avec elle également. Et elle racontait pas vraiment en fait des faits précis, mais elle insistait surtout sur quand elle était revenue, ses impressions et comment elle avait pu et comment c'était important pour elle de raconter et de transmettre au plus de gens possible ses sentiments et tout ce qu'elle avait vécu. Et elle ne nous avait pas raconté vraiment des faits précis de quand elle était à Auschwitz, mais elle avait insisté sur l'importance que nous, jeunes Européens, on devait perpétuer cette mémoire et pour reprendre vraiment les rênes du monde en main. Et c'était des moments très très forts. Donc après, nous sommes revenus à Berlin. Nous avons passé la journée de lundi au Bundestag, à travailler ensemble. Là, nous avons parlé vraiment longtemps de tout ce que nous avions vu et entendu. Et nous avons rencontré lundi après-midi donc, le président allemand, le président du Bundestag, ainsi qu'un autre rescapé, Marion Turskis. Et là aussi, nous avons eu le privilège de pouvoir échanger avec eux trois et c'était très impressionnant de les avoir juste en face. Et Joachim Gauck, le président allemand, nous a raconté, et c'était très intéressant cet aspect, lui il a grandi en Allemagne de l'Est et qui nous disait qu'il a vraiment insisté sur ce point que l'histoire des camps d'extermination et de concentration a été découverte tard, vraiment trop tard. Et lui, il a dit, il a su vraiment qu'à partir des années 70, et en lisant le journal d'Anne Frank.
Et ce qui lui a donné l'envie d'en savoir beaucoup plus. Mais à l'époque, en RDA, tout était encore censuré et en fait, on en parlait très très peu. Et c'était vraiment intéressant d'avoir son avis à lui. Et il a vraiment insisté sur la différence de l'époque, pendant la guerre froide, que les Allemands de l'Est ne savaient rien par rapport aux Allemands de l'Ouest. Et personnellement, je ne pensais pas que c'était à ce point-là. Il a dit, il a découvert vraiment tard, dans les années 70, 80, et franchement, je ne pensais pas que... Je savais que c'était découvert tard et reconnu trop tard, mais à ce point-là, ça m'a vraiment... Voilà ce que ça fait de mettre des murs entre les hommes. Voilà, exactement. Et donc, nous avons beaucoup échangé avec eux trois et c'était très émouvant aussi parce que le rescapé, ici, nous a raconté vraiment des faits précis, juste des faits. Il ne nous a pas fait une leçon de morale, je dirais, mais ce qu'il racontait suffisait vraiment. Et il a commencé son discours en nous disant que les gens lui demandent souvent ce qu'était le pire à Auschwitz. Il a commencé par nous dire que c'était la faim. Donc il nous racontait des faits de quotidien à propos de la faim. Et après il nous disait, mais c'était pas ça le pire. Alors, il a continué en disant, c'était les conditions de vie. Il nous racontait tous les faits du quotidien sur les conditions de vie, chaleur, froid, étouffement et tout ça. Il nous a dit, mais c'était pas ça le pire. Et il a enchaîné sur tous des petits aspects du quotidien, des faits de tous les jours. Et finalement, on a su ce qui était vraiment le pire. Pour lui, c'était les humiliations au quotidien par les officiers nazis. Et c'était très émouvant, vraiment. Et je ne sais pas trop quoi en dire, mais... Il y a quelque chose qu'on a seulement évoqué au début de nos interventions, c'est que ce que le régime hitlérien souhaitait faire, c'était exterminer les gens pour ce qu'ils étaient, les qualifiant de sous-hommes, et de réduire tous les autres déportés, les déportés politiques, résistants, à de simples numéros, perdre leur nom, perdre leur identité, de n'être que des ch'tucs, des morceaux qu'on compte. Le matin, on fait l'appel, il en manque 1 ou 2 ou 3 parce qu'ils sont morts pendant la nuit, mais on les remplace, comme on remplacerait une pelle ou un marteau. Cet abaissement de l'homme, même pas au niveau de la bête, parce qu'il n'y a que l'homme qui a envie, qui a eu cette envie et ce projet de détruire l'homme. Lorsque deux bêtes se battent entre elles se battent pour manger, elles se battent parce qu'elles ont une guerre entre elles ne se battent pas pour détruire leur propre espèce. Là, l'homme a voulu détruire l'homme parce qu'il était différent. Donc cette notion de déshumanisation, c'est ce qu'il a expliqué, ces humiliations perpétuelles subies dans le camp, au-delà de la faim, au-delà du manque, au-delà de tout ce qui pouvait être atroce dans ces lieux, c'est le fait d'être réduit à rien. Tu n'es rien ici, tu vas crever. Et je trouve très fort qu'il ait pu transmettre ce témoignage-là au cœur même du Bundestag, c'est ça. C'est-à-dire là où se rencontrent des élus. Alors j'aimerais, avant que tu puisses poursuivre sur ton récit, parce que nous allons aller progressivement vers les commémorations elles-mêmes, demander à Laurence de Monet quelle est sa mission en tant qu'élue, en tant que représentante d'une région, en tant que chargée d'une mission autour de la formation. Comment elle voit son rôle, qui est un rôle
je dirais comme une charnière, comme une cheville ouvrière, dans le très beau sens du terme, entre la jeunesse, son avenir et la citoyenneté. Pas sûr que toutes les réponses soient possibles dans l'immédiat, et encore moins certain que à moi seul je les possède. Je crois que quand d'abord on est citoyen, ou apprenti citoyen, mais il y en a qui sont bien partis. Quand on est citoyen, c'est pas de se dire certains auraient plus de responsabilités que d'autres. Moi, ça me dérange toujours. Donc, c'est bien à chacun de s'emparer de ces questions et de ne laisser effectivement jamais rien passer chaque jour. La moindre injustice, parce qu'un tel a une chaussure rouge ou une oreille de travers, c'est n'importe quoi, mais au fond, c'est exactement ça. Donc déjà, chacun est citoyen. Si chaque citoyen en Europe, dans ce pays, en France et en Europe, pratiquait ça régulièrement, on n'aurait pas eu besoin, le dimanche, après les attentats terroristes, de saluer un très beau sursaut républicain. Parce que c'est bien un sursaut. Et si on l'analyse un peu, ce sursaut, il a la valeur d'exister parce qu'il y a un mouvement de rassemblement, il y a un partage, une volonté d'agir ensemble ensuite, on verra ce que l'on en fera. Mais si un sursaut, c'est que c'était un peu passif quand même. Hein. Et donc très probablement, pendant des dizaines d'années, au bénéfice de l'installation de la paix en Europe, l'affichage de la démocratie, eh bien dans nos pratiques, on a un peu oublié d'être citoyen. Je crois, hein, sincèrement. Il y a tous ceux qui n'ont pas sursauté. Eh oui, eh oui. Je suis une optimiste de nature, mais il y a quand même tous ceux qui n'ont pas sursauté ce jour-là. Et il y a des adultes, parce qu'on parle des jeunes. L'école de la République, qui n'est pas responsable totalement non plus, hein, c'est comme la part du citoyen, l'école de la République a quand même cru que l'intégration et le non-communautarisme avaient quelque part un peu réussi dans la République. Alors on a fait, par exemple, des établissements en zone d'éducation prioritaire avec plus de moyens. C'était une bonne idée. On a su assez vite quand même, quand on osait le dire, que ce n'était pas aussi miraculeux que ça y paraissait. Parce que j'ai plusieurs vies, hein. Je suis prof d'histoire, je suis élue, enfin bref. Et je crois que c'est ça que ça vient de révéler, au fond. Alors je jette la pierre à personne, ou alors à tout le monde. Oui. Ou alors à tout le monde. Et en fait, on a cloisonné. Les difficultés de la vie de tous les jours s'ajoutent. Pas d'espérance pour la vie future, le chômage, des familles qui parfois ne pratiquent plus non plus suffisamment d'éducation, etc. Donc, voilà, c'est ça que ça vient de révéler. Alors, moi, ce qui m'intéresse quand même, c'est... Il ne suffit pas de décréter hein, la citoyenneté, parce qu'en fait, c'est l'application de tous les jours des valeurs républicaines, la citoyenneté. Hein, le nazisme, finalement, s'en prend directement à l'égalité. Le racisme et l'antisémitisme, c'est la rupture de l'égalité. Donc, c'est pas la peine de chercher que derrière il y ait de la liberté ou de la fraternité, c'est pas possible. Quand on a nié qu'on aurait tous les mêmes droits
le droit de les faire appliquer, voilà, je dirais presque que tout de même, la conscience qu'il y a eu en 1945 avec parce qu'en fait, on a laissé les gens, pour une idéologie, appliquer strictement et industriellement sans être punis. Moralement, l'humanité se rattrape en créant le crime contre l'humanité, qui est un crime qui ne s'efface jamais et qui peut être sanctionné. Donc, au fil d'une vie toujours un peu meilleure, la croissance aidant, l'individualisme, ben, effectivement, on a des questions de société. Et l'Europe, elle est même, hein, collectivement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est aujourd'hui, chez les jeunes, je vous l'ai dit tout à l'heure, 3 générations après, comment on les charge et comment on les rend porteurs de cette transmission et que valent effectivement les valeurs d'une République, qui sont des valeurs universelles, hein, bien entendu. Et donc, comment, à partir d'une expérience comme celle-là, qu'à mon avis, tu ne pourras jamais oublier, hein, c'est un fait marquant dans les étapes de construction de ta vie, et c'est tant mieux, parce que ce sont ces événements, hein, qui font ce qu'on fait de sa vie, en général. Bon, comment on peut, les uns et les autres, pour notre part. Alors, la responsabilité d'élu, ben, encore plus. Alors, quand on travaille, évidemment, sur ce que j'appelle des parcours de vie, éducation, formation, il faut avoir des convictions au départ. Hein, et évidemment, traiter tous les jours l'égalité des chances. Et c'est vrai que l'arme, je dis l'arme, de la laïcité peut être quelque chose de fondamental. Parce que elle permet les espaces personnels et individuels, de croyance ou pas par ailleurs, ou d'autres choses, mais elle règle la vie collective et le vivre ensemble, dans le respect des uns et des autres. Donc, bon, on est en Meuse, ça va, parce que cet après-midi, j'avais, avec le recteur et la communauté éducative, les mêmes discussions, sauf qu'on était en Moselle, avec un droit différent. Voilà. Donc, c'est ça. 3 générations après, comment on peut faire? Mais il faut s'y mettre tous ensemble et tous les soirs, tous les jours, les soirs aussi d'ailleurs. Il ne faut rien laisser passer. Moi, je crois qu'on a été permissif. Rien laisser passer. Alors, rien laisser passer, Lucille. Est-ce que tu penses, est-ce que tu crois, est-ce que tu es persuadé ou est-ce que tu doutes du fait que la visite d'un lieu comme Auschwitz, que le partage que tu as fait de cette commémoration avec, je crois, 3000 invités, sont un des moyens qui permettent de forcer ta réflexion, la tienne et celle des autres, je parle de toi parce qu'on parle de ton expérience, qui vont permettre de faire avancer ta réflexion sur ces sujets-là. Ou bien, est-ce que tu penses que tu aurais mené maintenant, à partir de maintenant, ta vie de la même manière? Je ne parle pas de ton parcours de vie, mais je parle de ta réflexion autour de ton parcours de vie de la même manière, sans cette visite. C'est sûr que de participer à cet événement, ça change une vision qu'on a sur les gens, sur le monde. Et Monsieur Lamert, le président du Bundestag, nous a dit qu'il y avait une différence entre être au courant de ce qui s'est passé et d'être conscient de ce qui s'est passé. Et il a dit qu'aujourd'hui, tout le monde, tous les jeunes étaient au courant, mais qu'il voudrait que tout le monde soit conscient. Et c'est en se rendant sur place et c'est en participant à ces commémorations, en
en discutant avec d'autres jeunes, avec un peu tout le monde, que il faut, enfin, on se rend plus conscient. Et j'étais au courant avant de partir, et en revenant là, je suis consciente. Et il faudrait que plus de jeunes, ou même de plus d'adultes, de plus de personnes, soient vraiment conscients, et que on se dit ça peut pas revenir, ça peut pas recommencer, mais on a bien vu il y a quelques jours à Paris, ou même en Afrique ou ailleurs, il y a toujours pas des cas similaires, mais et c'est parce que les gens ne sont pas assez conscients. Et donc et oui, je pense que d'avoir participé à ces commémorations et tout, d'en avoir parlé, moi aussi je voudrais que tout le monde soit plus conscient de tout ça, et pour qu'on puisse plus facilement faire changer les choses, plus facilement, plus rapidement et plus efficacement aussi. Le problème, tu as dit les mots justes en rappelant les mots du président du Bundestag, d'être au courant, tout le monde peut l'être. Alors aujourd'hui, avec Internet, qui est le pire aussi, mais qui est aussi le meilleur, il suffit de savoir chercher et de faire le tri. On peut être au courant de tout ce qui se passe dans le monde entier à la seconde même. Et en même temps, pour être conscient, soyons conscients aussi qu'on ne va pas envoyer des milliards de jeunes à Auschwitz. Camp d'extermination, pardon. Qu'on ne va pas envoyer des millions, des millions de jeunes dans des camps de concentration, sur les lieux de mémoire. Alors comment on fait? C'est la question que pose l'exposition Auschwitz, que faire après? Comment on fait? Ça, c'est une question qui nous reste. Oui, monsieur? Oui. Et moi, ce qui m'intéresserait, je m'adresse à Lucie, c'est de savoir si le fait d'être allé sur le lieu même, je ne parle pas des échanges, des contacts, mais le lieu géographique, est-ce que ça vous semble être important? Est-ce que ça vous a permis une meilleure compréhension du phénomène, de l'événement dont on parle? Ou est-ce qu'au contraire, le fait d'être sur le lieu n'amène que de l'émotion, et non pas une plus grande compréhension? C'est cette question très précise. Je sais que ce n'est pas forcément facile d'y répondre, mais je sais aussi que parmi la communauté éducative, c'est un vrai débat de savoir si on doit emmener la jeunesse sur les lieux ou si au contraire on doit faire de l'enseignement par toutes sortes de moyens divers et variés, avec justement l'audition de témoins, des documents en vidéo, pour justement donner la pleine conscience de ce événement. C'est sûr que une fois rendu à Auschwitz, il y a un certain malaise qui pèse, et c'est assez oppressant, alors que c'est que des grandes plaines, mais on a l'impression d'être tout oppressé. Et mais après, une fois sur place, si, il y avait une émotion forcément, mais j'avais pas l'impression de rien ressentir, mais par rapport aux autres jeunes, j'avais l'impression qu'ils étaient beaucoup plus bouleversés, et du coup je m'inquiétais, je me dis pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que je ressens pas comme eux? Et oui, c'est sûr, il y a un côté émotionnel avec tous les piles des faits personnels et tout ça, mais non, j'avais pas l'impression vraiment de comprendre vraiment sur le moment, en fait. Et en fait, il n'y a que maintenant, revenu ici, avec le recul et tout, qu'on commence à comprendre et à faire le rapprochement entre tous les cours d'histoire qu'on a pu avoir et avec avec ce qui s'est vraiment passé. Mais une fois sur place, j'avais pas vraiment l'impression, j'étais consciente que j'étais à Auschwitz et tout ça, mais c'est peut-être à dire, mais j'avais pas l'impression d'être si émue que ça par rapport à ce que j'attendais. Monsieur, quand vous avez témoigné tout à l'heure, vous avez
vous avez employé le mot de voyeurisme. Vous vous êtes presque reproché d'être allé sur le lieu même. C'est pas ça, j'ai mal compris alors. Non. C'est ce que j'ai dit, oui, c'est vrai. Le voyeurisme, c'était pour moi. C'est rien à voir avec des visites. Moi, je crois que les visites dans les lieux où il y avait ces barbaries sont très importantes. Et je crois que ceux qui organisent les voyages à Auschwitz, je dis chapeau. Parce que s'il y a un endroit où il y a un esprit de ce que s'est passé il y a 70 ans, c'est peut-être un lieu qui est très important. Alors, nous n'avons pas une république à côté de vous, mais chez nous, à Luxembourg, il y a au moins entre 2 et 3 voyages vers Auschwitz, financés par le ministère de l'Éducation nationale. Et ça se passe depuis, je ne sais pas, une quinzaine d'années. Nous avons un membre du Parlement européen qui l'a commencé, et il m'a dit hier qu'à son avis, il y a peut-être entre 10 000 et 12 000 élèves, toujours de lycée, qui ont fait ces voyages. Et je crois que c'est très important. Pour ma part, j'ai fait des voyages dans des autres camps. J'étais à Natzweiler Struthof, que je crois tous ceux qui n'ont jamais vu un camp, je recommande ici à Longwy, où nous sommes aujourd'hui, d'arranger une visite là-bas. D'ici, c'est pas si loin. Nous avions la chance, quand nous louons un autobus, qu'on n'a jamais besoin d'un chauffeur, parce que M. Kaiser est aussi chauffeur d'autobus. Et comme il était amoureux de la directrice de Struthof, alors le voyage, c'était toujours très vite pour aller et très lent pour retourner. Mais moi, j'ai fait aussi des voyages avec toujours une cinquantaine d'élèves à Buchenwald, à Dachau, évidemment Bergen-Belsen et des autres camps. Et je dois dire, ce sont des expériences, après 2 jours avec les jeunes, qui sont parfois très émouvantes. Pas c'est ce que leur vécu, mais mon vécu. Je crois que c'est très important qu'on fait des voyages, qu'on voit c'est ce qui s'est passé, parce que le visuel est beaucoup plus important que n'importe autre moyen. Je ne sais pas si vous avez vu, est-ce qu'on reçoit ici à Verdun les Républicains lorrains? Non. Parce que vous n'êtes pas en Lorrain. Non, vous êtes encore en Lorrain? Bon. En tout cas, aujourd'hui, sur la page 6, sur Information générale, il y avait un article d'Auschwitz d'hier. Et en dessous, et là je salue Manuel Valls, qui a parlé d'apartheid, qu'il faut sortir de cet apartheid. Mais en France, et là nous sommes aujourd'hui, il y a une évolution des actes antisémites recensés en France de 2013 à 2014 de 101%. C'est doublé. Et ça, c'est un grand problème. L'antisémitisme, les boucs émissaires du Holocauste, parce que c'était primairement des Juifs, il y avait aussi des autres. Il y avait des tziganes, il y avait des handicapés, il y avait des socialistes, il y avait des dirigeants, il y avait des homosexuels, il y avait les francs-maçons, tous ceux aussi. Mais parmi tous ceux qui sont massacrés, se trouvent par hasard 6 millions de Juifs. Et ces 6 millions ont été commémorés hier. Et dans le même article, en haut, Auschwitz, et en dessous, l'augmentation de l'antisémitisme. Et je crois, là est le grand problème. Et moi, je comprends les jeunes qui disent aujourd'hui, est-ce que nous avons, jeunes juifs, est-ce que nous avons un avenir pour nos enfants, qui aujourd'hui sont très jeunes, ici en France, ou est-ce qu'il faut chercher quelque chose d'autre? Ils vont aller à Israël, où ils vont voir une vie beaucoup plus difficile qu'ici, avec un revenu peut-être 25%, c'est ce que sont habitués ici. Mais ils vont faire ça parce qu'ils ont peur.
Dans les années 30, la réunion d'Évian, quand les pays d'Europe ont refusé d'accepter les Juifs, à l'exception des Pays-Bas, cette même situation, on peut retrouver. Moi, je ne crois pas que les Juifs sont bienvenus partout. Et Israël, c'est pour les Juifs qui veulent avoir un avenir sans contrainte. Je crois que c'est la solution. Pour moi, c'est trop tard. Et je crois que c'est très important. Et si vous avez des questions, moi je suis bien d'accord de vous répondre. On n'a pas beaucoup de temps parce que la présidente a été avertie qu'à, c'était quoi, 8h50, nous devons partir. Peut-être mon Charlie. Malheureusement, c'est les enfants privilégiés normalement, plutôt que les enfants qui sont dans les ghettos d'apartheid. Et c'est eux qui doivent aller, c'est eux qui doivent voir et sortir et parler. Je crois que tu es privilégié de l'avenir qui sont arrivés, c'est mais tu savais ça avant, ne touchez pas. Plus. Vous êtes ému. Oui, épreuve. Moyen d'éducation, plus un jeune est fragile, et plus il cédera à une attirance sur le premier qui passe, et voilà. Avant que vous arriviez, je racontais qu'en tant qu'élu, dans une démarche comme celle d'aujourd'hui et qu'on avait menée au niveau régional plusieurs jours et ensemble déjà, j'avais décidé d'emmener à Auschwitz 110, 120 lycéens et apprentis. Alors on avait eu 2 critères pour les sélectionner parce que il y en a 110 000. Hein. Ah oui, non mais... ouais, je sais. Là, il s'agit d'une sélection qui va leur être utile. Oui, mais vous êtes prof. Donc, il y avait 2... En Lorraine, on avait demandé aux enseignants de nous dire comment, certaines fois, ils avaient travaillé avec leur classe. Parce que pour aller voir, il faut d'abord donner à voir. L'émotion peut être telle qu'elle peut être contre-productive s'ils ne détiennent pas un minimum d'éléments. Il ne faut pas peut-être pas tout expliquer tout de suite, mais ils doivent détenir quand même le système, hein, qui fait qu'on en arrive là et que ce qu'ils vont voir, c'est vraiment le résultat concret, et que ça s'est fait, que c'est bien la réalité, voilà. Et donc, ça c'était le premier critère. Il y avait comme un travail sur plusieurs mois, avant la visite, puis après. Et le second, ça a été de choisir des jeunes, disons, plus fragiles, qui ne sortent pas, qui ne pratiquent pas beaucoup d'accès à la culture, voilà. On avait volontairement fait ça, parce que c'est eux qui en ont le plus besoin. Parce que dans ce cas-là, ils se trouvent dans l'ignorance. Et c'est vrai que moi, je crois qu'il faut voir. Pas comme ça d'un coup, pour se faire donner bonne conscience de les voir. Non, il faut voir pour bien savoir. Bien savoir et après pour comprendre. Et après, on peut ajouter de la compréhension. Mais j'ai un souci depuis l'attentat antisémite à l'Hypercacher. C'est ma mère que j'ai eue au téléphone. Mais elle m'a posé un truc que je n'avais pas identifié. On enseigne, j'ai bien dit on enseigne, c'est peut-être pas suffisant. Ce qu'est l'antisémitisme, ce que ça produit, on commence à en parler par exemple en 3e, enfin non, on en parle sur l'histoire des Hébreux en 6e, hein. On en reparle en 3e, les années 30,
les extrémismes et l'antisémitisme, la xénophobie, enfin toute cette haine multipliée, et puis on le reprend effectivement sur la déportation et la Shoah. Alors ma mère, elle me dit, donc elle avait regardé toute la journée la télévision, quoi. Elle dit, on essayait de comprendre, vraiment elle était choquée. Et elle a connu Simone Milgram, mais elle me dit, je ne comprends pas. Elle me dit, il va falloir que tu m'expliques, il faut qu'un jour tu prennes le temps de m'expliquer. Pourquoi c'est toujours les Juifs? Pourquoi c'est toujours les Juifs? Et je me suis dit, ben, la vraie question est peut-être là, pour démanteler un petit peu mais pourquoi c'est toujours les Juifs? Eh bien, elle ne le savait pas. Elle ne le savait pas. Et je lui dis, c'est l'antisémitisme. Et elle me dit, je ne connais pas le mot. Ah bon, elle a un certain âge. Et donc? C'est une question. Ouais. Qu'est-ce qu'on répond à ça? Et est-ce qu'il y a aussi des questions là des jeunes, peut-être? Mais je vais d'abord répondre à ça. Ce n'est pas le sujet sur lequel je vais parler trop longtemps. L'antisémitisme, vous savez, si Jésus-Christ n'avait pas marché sur l'eau, tout ce que vous êtes ici serait juif. Parce que l'antisémitisme effectif a commencé avec la crucifixion du Christ, de votre Dieu, ou le Fils de votre Dieu. Et depuis là, quand M. Paulus a lavé sa main en innocence, ça, c'est le commencement de l'antisémitisme. C'est vrai que les Hébreux au Moyen-Orient en font des guerres, et ça c'est pour une autre raison, ça n'a rien à faire avec l'antisémitisme, c'était un anti-judaïsme. C'est pas l'antisémitisme. Ils sont se battus avec les Romains, ils sont se battus avec des Grecs, avec des Syriens, et ça, c'est rien à voir avec l'antisémitisme à l'époque. Mais nous sommes aujourd'hui en 2015, et depuis 2015 années, l'antisémitisme est devenu de plus en plus important. Et nous sommes les boucs émissaires de l'humanité. Et si je peux terminer avec une petite blague, Moïse Sharon de n'importe quel pays en Europe est devant Dieu. Il a dit, moi je suis envoyé par le peuple juif chez vous. Pourquoi? J'ai une question à vous poser. On dit que nous, les Juifs, sommes le peuple choisi. Au nom de tous les Juifs du monde, je vous demande, est-ce que vous ne pouvez pas choisir quelqu'un d'autre? Difficile de conclure. Je reviendrai juste sur une remarque que tu as faite tout à l'heure sur le fait que tu comprenais que les Juifs de France aient envie de partir en Israël. Les Juifs sont chez eux ici, ils sont arrivés, je parle du territoire, pas de la France telle qu'on la connaît actuellement. Ils sont arrivés ici 50 années avant le début de l'ère chrétienne, par le sud. Ils sont chez eux en France, ils ont, comme vous l'avez dit, monsieur le consul, pour l'Allemagne, ils font partie de l'histoire, de la culture, de l'enrichissement de nos pays, de notre Europe. Ils sont aussi les médiateurs très importants entre les cultures arabes et les cultures occidentales latines. Il y a énormément de choses qu'on leur doit. Et quand bien même rien, et quand bien même ce ne seraient pas des gens qui nous auraient apporté tout cela. Qu'ont-ils de différent de nous? Rien. Strictement rien.